Dans cet appétissant épisode de Miss Buster, Viens nous voir, on va s'amuser. un expert en chimie culinaire se joint à Adam et Jamie Un buffet de catastrophes en perspective. pour décortiquer quelques mythes liés à la nourriture. Je rigole, je me suis pas coupé. D'abord, ils testent un nouveau genre de cuisine ambulante Les Miss Buster en virée. en essayant de préparer un somptueux repas de fête sur le moteur d'une voiture. Vous ne sentez rien? Les patates douces. Puis, ils font monter la pression Ça me rappelle l'explosion des chauffe-eau. pour voir s'il est possible de faire du popcorn instantané. Il y a qu'ici qu'on cuisine en tenue de déminage. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant vérifient si la dinde est responsable de l'état léthargique post-repas de fête Seul face à la nourriture. avant de s'attaquer au mythe selon lequel beaucoup de viandes, C'est quoi ce truc avec la tête? aussi bizarres soient-elles, ont toutes le goût du poulet. Voilà. Non, c'était pas du poulet. Qui sont les Miss Buster? Adam Savage C'est scientifique! et Jamie Heineman. Fichu oiseau. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Allez les dragons! Tori Bellecci Pourquoi on fait ça? et Grant Imahara. Qui veut une explosion? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tout d'abord, un mythe qui va faire chauffer le capot. On mange jamais ensemble, c'est pourquoi? On ne va pas manger, mais cuisiner ensemble. Comment ça? Au fil des années, on a recensé de nombreux mythes selon lesquels il serait possible de cuisiner des plats mangeables dans des choses non prévues pour ça, comme un récipient sous pression, une voiture et même un lave-vaisselle. On devrait s'attaquer à ces mythes, mais de manière scientifique. Ouais, tant qu'à le faire, autant le faire bien. Tout à fait. Un peu d'aide ne sera pas inutile. Et j'ai ce qu'il nous faut en bas. Super! C'est dans ce coin-là? Ouais, quelque part par là. Ah, ici, AB. Salut. Quoi de neuf? Alton Brown n'est pas seulement un auteur et un célèbre chef cuisinier et animateur télé, mais il est aussi un passionné de sciences culinaires. Cela fait de lui un associé de choix pour notre premier mythe culinaire. Tu ne m'as pas fait venir juste pour préparer le déjeuner. Non, on a imaginé un défi culinaire très étonnant. Raconte. Les Américains adorent conduire. La période où ils le font le plus, c'est pendant les fêtes. Or, des gens prétendent qu'il est possible de préparer à manger dans le compartiment moteur. Du coup, on se demande si on ne pourrait pas allier ces deux choses et faire cuire diverses préparations dans la voiture pour arriver avec notre repas de Thanksgiving tout prêt. Ça va dépendre en grande partie du véhicule. Il nous faut un gros moteur V8 ou 12. La voiture doit être vieille, car il y a trop de plastique dans les voitures récentes et elles n'ont pas assez de place. Je crois avoir ce qu'il faut. Regarde. Jamie s'est chargé de trouver la voiture et elle correspond exactement à ce qu'avait commandé le chef. Mais en soulevant le capot, il décèle immédiatement des problèmes et du potentiel. Bienvenue à Miss Buster. Je pensais qu'il y aurait plus de place. On a un peu d'espace ici. Sur le collecteur d'échappement? Oui. Il est protégé par un bouclier? Oui. Faudra l'enlever. Cuisiner un repas de Thanksgiving sur ce bloc moteur présente dès le départ quelques problèmes. Car même si on a une vieille voiture américaine de la taille d'un bateau, l'espace autour du moteur est plus petit qu'on espérait. Comme on a très peu d'espace, on doit l'optimiser en déterminant les endroits les plus chauds. Parfait. Avant de cuisiner à l'essence, ils doivent effectuer un test pour trouver les parties du moteur qui ressemblent le plus à un four à chaleur tournante. Voici leur méthode. Ce truc est un thermocouple, un capteur mesurant la température. On va en disposer partout dans le compartiment moteur pour déterminer où sont les meilleures sources de chaleur. Les connecteurs de ces thermocouples sont reliés à cette interface d'ordinateur qui sera dans la voiture. Ainsi, on pourra surveiller toutes les températures simultanément. C'est cool, hein? Les résultats devraient aider Alton à élaborer son menu. Pour le moment, il aurait préféré rester en cuisine. Viens nous voir, on va s'amuser. Patience, Alton, c'est pour bientôt.
Notre système de contrôle de température est installé. Il est temps d'emmener notre paquebot en virée, voir s'il pourrait être une cuisine ambulante. On y va! Si ce monstre est un bateau, donc ces deux voitures qui l'escortent doivent être les gardes-côtes. Nous avons besoin de la présence de ces policiers pour filmer sur une autoroute. Mais bon, Avec une escorte policière, on se sent tout de suite coupable. Ouais, je me sens dans la peau d'un chauffard en fuite. pas question ici d'une simple virée dans le quartier. Pour recueillir les données dont ils ont besoin, ils doivent sortir de la ville. On essaie de déterminer ce qui se passe dans le moteur quand on roule. Où ça chauffe, où ça ne chauffe pas, et de quelle manière notre conduite affecte chacun de ces éléments. Car on doit trouver le meilleur emplacement possible pour chaque type de préparation. Oui, pour chaque type. 90 minutes plus tard, il est temps pour ce coupé cuisinière de faire demi-tour. Mais avant, il faut inspecter les plaques de cuisson. Ça a l'air bien chaud ici. À quelle température est le filtre à air? J'ai 50 degrés en contact direct et 58 avec le thermomètre infrarouge. Si on arrive à organiser l'espace et à trouver des récipients adaptés au volume, ça devrait le faire. Après 1 heure de route en ville et une demi-heure à la campagne, on peut dire que les résultats sont extrêmement prometteurs. On pourrait même avoir un dessert en plus de notre repas de Thanksgiving. On retourne à l'atelier. Ouais. Maintenant, on va se farcir de la dinde. Alors, chef, quel est le menu? C'est un mythe très populaire auprès de nos fans. Ils en parlent depuis très longtemps. La dinde nous fatiguerait. À cause du tryptophane. Contenu dans la dinde, le tryptophane peut provoquer de la fatigue. Il est vendu comme complément alimentaire pour favoriser le sommeil. Donc la prochaine fois que tu te sens somnolente après le repas de Thanksgiving, t'as un coupable tout trouvé. C'est ce que dit le mythe. Mais la dinde est-elle réellement coupable de ce traditionnel assoupissement? Ou les Mythbusters ne feront-ils qu'une bouchée de ce mythe? Ce mythe concerne la fatigue. Pour la mesurer, je propose un test de réactivité. Oui. On mesure notre temps de réaction dans un test de référence. Puis on le mesurera de nouveau après avoir avalé des quantités différentes de dinde et aussi du tryptophane. Et comme je ne mange pas de dinde, c'est vous qui serez les cobayes. Moi, ça me va. Que le banquet commence. Mais avant que Grant n'enfile son plus beau bavoir, Tori et lui vont devoir faire le test pour donner à Carrie leur temps de référence. Quand vous êtes fatigué, votre temps de réaction est long. Lumière! Voici le jeu de la taupe version Mythbuster. Il dure 45 secondes. Les garçons marqueront un point pour chaque figurine frappée. Tori, en pleine forme et bien réveillé, est le premier à passer. 3, 2, 1. Il semble avoir la patate. Prends ça, Carrie. Excellente vision. C'est bizarre de se frapper. Réaction rapide et la bonne dose d'envie meurtrière. En 45 secondes, j'ai marqué 61 points. C'est mon temps de référence. À Grant d'établir son temps de réaction. Mais difficile de résister à l'esprit de compétition. 66. Pas mal. Avant de passer à table, ils doivent s'assurer que le tryptophane provoque effectivement de la fatigue. Qu'est-ce que le tryptophane? C'est un acide aminé présent dans la dinde qui serait censé provoquer un état de somnolence. Nous allons le prendre pur, sous forme de capsule, dans une quantité approuvée par notre nutritionniste et notre responsable santé et sécurité. La dose est plus grande que celle présente dans un dîner composé de dinde. 45 minutes plus tard, les garçons ne sont clairement pas au top de leur forme. Tu te sens trypto-fantastique? Je me sens dans un mauvais trip. Je suis prêt à refaire ce test sous tryptophane. C'est parti pour le jeu de la taupe. Seuls les résultats compteront. Mais il faut admettre qu'avec la fatigue, Tori a l'air bête comme une oie. Après 45 secondes de mollesse, Je suis passé de 61 à 49. c'est au tour d'un Grant vaseux d'essayer de faire mieux. Quand Grant est fatigué, il est grognon. Regardez comme il est furax. Le tryptophane agit.
Il a eu un effet sur ton humeur, mais aussi sur ton score. T'as marqué 60 points alors que t'avais fait 66. Ouais. J'avais l'impression qu'il sortait super vite. Les résultats sont convaincants. Le tryptophane affecte bien votre réactivité. Mais un petit comprimé blanc constitue rarement votre repas de fête. Donc, Tori et Grant vont sacrifier leur estomac sur l'autel de la science. Le tryptophane provoque bel et bien de la fatigue. Mais un repas traditionnel à base de dinde a-t-il le même effet? Pour le savoir, j'ai préparé un délicieux repas fait maison. Bienvenue chez Byron. Voici le professeur de nutrition Liz Applegate. Elle m'a aidé à élaborer mes repas de Thanksgiving. J'ai prévu 3 repas. Pour le premier, ils auront droit à un repas de Thanksgiving classique avec la totale, la dinde farcie, la sauce, la purée. Comme ça, on pourra mesurer leur temps de réaction suite à un repas copieux contenant beaucoup de tryptophane. Le deuxième repas sera identique d'un point de vue calorique, mais cette fois la dinde sera remplacée par une autre source de protéines, sans tryptophane. Les menus conçus par le professeur Applegate permettront de voir si c'est le tryptophane présent dans la dinde ou simplement le repas gargantuesque qui nous transforme en larves avachies sur le canapé. Le premier jour sera servi un repas typique de Thanksgiving ou Noël avec de la vraie dinde et toutes les garnitures. Le deuxième jour, le repas sera constitué du même nombre faramineux de calories, mais la dinde sera remplacée par des protéines sans tryptophane. Enfin, le menu du troisième jour sera le même que celui du premier, mais réduit à la ration d'un dîner normal. Carrie comparera leur temps de réaction après chaque repas. On devrait ainsi savoir si ce mythe est fondé. Le premier repas est un festin de dinde qui nous fait saliver chaque Noël. Tous les essentiels sont là. Le gratin de patates douces, la tarte aux pommes, la dinde, la farce, la purée, les haricots verts. Je vais remplir les assiettes de Grant et Tori en fonction de leur taille et leur poids. Tori consommera 2420 calories et Grant 2200. Rien que de penser à ce qu'ils vont manger, je suis déjà fatiguée. Waouh, ça a l'air délicieux. Seul face à la nourriture. Ça vous dit? Je vous remets dans l'ambiance des repas de famille à Thanksgiving? Volontiers. Tori, c'est pour quand le mariage et mes petits-enfants? Ne gâche pas mon dîner, s'il te plaît. Grant, ça fait longtemps que t'es célibataire. Quand vas-tu enfin te poser? C'est toi qui me dis ça? Faisons avance rapide pour passer de l'ambiance interrogatoire familiale à celle d'un concours de row. Juste quand il s'imagine que l'épreuve est bientôt terminée, il découvre que ce n'est pas le cas. Pas le dessert. C'est pas vrai. Où est la glace? Qui a établi ce total de calories? Des scientifiques. Bon sang. J'ai du mal à entendre. À respirer. C'est intéressant. Fais péter la tarte. Une fois la tarte dévorée, Miam. nos 2 ogres peuvent enfin desserrer leur ceinture. Fini. Bravo! Je te déteste. Il est temps d'aller se vautrer dans le canapé comme à Thanksgiving. Oui. Non, le test de réactivité d'abord. Les garçons peuvent être contents. Au moins, le test est rapide et amusant. Rien de tel qu'un peu d'exercice après un gros repas. Puis, ils peuvent faire la sieste. J'ai les chiffres. Il semble que le repas traditionnel avec de la dinde possède un effet équivalent au test du tryptophane. Les garçons étaient fatigués, leur temps de réaction était long, mais est-ce que la dinde était en cause? Donc, la prochaine étape consiste à leur donner la même quantité de nourriture et de calories, mais en remplaçant la dinde par une source de protéines à faible teneur en tryptophane. Cela sera intéressant de voir si ça affectera leur temps de réaction. Adam, Jamie et le génie culinaire Alton Brown s'apprêtent à démontrer que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Ils ont effectué un essai sur une route pour voir si un moteur de voiture avait le potentiel pour cuire un repas de fête familiale. Cette virée leur a fourni une quantité de données et un graphique qui est un plaisir pour les yeux. En orange, c'est le catalyseur. En bleu, le couvercle du collecteur d'échappement. Il faisait dans les 200-250 degrés. Ensuite, on a le carter d'huile de transmission et le carter d'huile normale en marron et en vert, qui tournait autour de 100 degrés.
Mais voici un truc intéressant. Cette partie, c'était quand on était en ville. À l'arrêt, la température montait souvent au-delà des 100 degrés. Logique. Moins d'air se déplace dans le compartiment moteur. T'as raison. Les mesures confirment leur intuition. Certaines parties du moteur chauffent beaucoup plus que d'autres. C'est bien, car toutes les préparations ne doivent pas être cuites de la même façon. Les parties moins chaudes sont plus appropriées pour des trucs qui cuisent facilement, comme les légumes, alors que la dinde, par exemple, a besoin d'être rôtie, donc elle sera mieux là où c'est très chaud. Alton n'a pas perdu son temps en cuisine. Pour moi, c'est un buffet de catastrophes en perspective. Enfin bon, donc on a la dinde que j'ai divisée en 3. Là, on a les blancs et la carcasse. Ça va sur le collecteur d'échappement. Les pilons préparés façon confit avec de l'huile d'olive et du thym dans ces 2 boîtes vont à côté du collecteur d'échappement au-dessus. Là, on a les cuisses sur un lit d'herbe aromatique dans une boîte spéciale. Elle doit être posée sur le catalyseur. La farce sous le carter d'huile de transmission. Des patates douces au sirop d'érable qui, grâce à ce support, iront sous le catalyseur. Là, on a nos tartes. Grâce à un moyen très astucieux, on va les mettre au-dessus du filtre à air. On n'oubliera pas le papier alu pour bien les protéger. Là, ce sont des patates douces qu'on va caser par-ci par-là. Idem pour ce citron qui accompagnera les asperges. Cette sauce devrait être délicieuse avec la dinde. On a aussi des choux de Bruxelles au bleu et de la crème de maïs au romarin. Je vais aussi cacher une cuisse de dinde pour moi, juste au cas où tout foirerait. Il faut bien le dire. Ce ne serait pas la première fois. Dans l'émission, on a souvent fait des choses pas vraiment pratiques. Tu peux te glisser sous le pare-choc avant, s'il te plaît? On en a un exemple ici. Un tour serait bien plus pratique, mais c'est intéressant d'essayer cette méthode. On a établi une cartographie des températures sur toute la voiture pour voir où l'on pouvait cuire tous ces plats. Tant que c'est possible de le faire, on le fait. C'est bon, on a fini ici. Maintenant que la dinde, les accompagnements et les desserts sont bien fixés, il est temps pour ce festin ambulant de prendre la route. On a une voiture chargée de nourriture et 4 heures pour cuisiner. C'est parti. Les Mythbusters en virée. Après avoir englouti un énorme repas de fête, Tori et Grant ont revu leur temps de réaction s'allonger. Mais la dinde était-elle en cause? Le repas d'aujourd'hui est toujours aussi copieux, mais cette fois la dinde a été remplacée par une poudre protéinée que Carrie a mélangée avec la purée. À table! C'est quoi? Un repas très copieux et délicieux, mais sans dinde. Non. Donc ça contient le même nombre de calories, sauf qu'il n'y a pas de dinde. À l'attaque! Non, attendez! J'allais oublier quelque chose. Il vous faut un petit peu de sauce. On dirait de la morve. Vu le repas, notamment sa consistance, il va bloquer tout mon système digestif et je sens d'avance que je vais être très fatigué. On dit que l'on mange d'abord avec les yeux. Si c'est vrai, c'est un miracle qu'ils arrivent à mettre cette bouillie dans leur bouche. Ils me semblent plus fatigués, endormis et léthargiques qu'au début de l'expérience. Ils ont autant sommeil qu'après le repas avec la dinde. Le dégoût en plus. Ça va me dégoûter de Thanksgiving. Grant et Tori n'ont pas l'air de vraiment se régaler. Mais après 90 minutes de mastication, ils ont fini. Maintenant, on va voir si c'est la dinde servie lors du premier repas copieux qui est responsable de leur fatigue. Y a-t-il besoin de faire le test? Maintenant, ces 2 bêtes certifiées non nourries à la dinde et au tryptophane 48, pas mal. Pas bon. font de leur mieux pour retrouver le niveau 42. de leur test de référence. Ta capacité à frapper les petites têtes a diminué. En vain. Les résultats obtenus après le 2e repas sont remarquablement proches de ceux du premier repas et laissent penser que la dinde n'est peut-être pas à blâmer. Mais pour en avoir le carnet, Thanksgiving encore. Encore? place au repas de fête plus raisonnable, mais toujours avec de la dinde. Si ce mythe est un tant soit peu fondé, on devrait pouvoir observer des effets indésirables. Passons au repas du 3e jour. Il est servi en plus petite proportion, mais la quantité de dinde est la même que celle servie le premier jour. Comme ça, on va voir si c'est ça qui nous endort.
Mais pour l'instant, je me sens pas très somnolent. Pendant ce temps, on dirait que Grant n'a pas mangé depuis des mois. C'est bon. Je vais assurer au test. Fini. Au fait, la tarte est très bonne. Allons faire le test. Vous n'avez pas l'air trop naze. Non. L'avenir du mythe, la dinde vous fatigue, se joue maintenant. Si leur temps de réaction est long, le mythe est confirmé. S'il est proche de celui du test de référence, le mythe est bidon. Grant est le premier au marteau. Quelle concentration! La dinde ne t'a pas claqué. 67! C'est mieux que ton test de référence? Merci beaucoup. Tori fera-t-il lui aussi un remarquable score? 63. J'ai battu mon premier score. Ce mythe semble bidon. Oui, c'est rare d'avoir des preuves aussi évidentes. Mais ça ne fait pas de doute. La dinde est un faux coupable. Elle n'est pas responsable de votre flemme post-repas de fête. Donc la dinde ne t'a pas crevé, toi non plus. Je crois que ce mythe est complètement bidon. Complètement bidon. Ce n'est pas à cause de la dinde, mais à cause de la quantité de nourriture avalée. C'est comme du gavage. Les calories sont votre ennemi. Donc, que puis-je faire pour vous? On a un défi Mythbuster original qui pourrait t'intéresser. Il paraît qu'il serait possible de cuisiner des lasagnes dans un simple lave-vaisselle. Il nous faut collecter les données, en savoir plus sur ce fort potentiel avant de commencer. Allons voir le lave-vaisselle. Allons-y. Pour avoir une chance de confirmer cette légende culinaire, ils doivent savoir exactement quelle température le lave-vaisselle peut atteindre et combien de temps. Pour le savoir, je vais percer un trou sur le côté du lave-vaisselle et y insérer une sonde ou thermocouple qui mesurera la température pendant les différents cycles. On veut aussi voir ce qui se passe à l'intérieur, donc on va placer une vitre. On ne peut pas démonter la porte, car sinon les boutons ne fonctionneront pas. Mais grâce à cette vitre, on pourra voir où sont les endroits les plus chauds et déterminer où l'on mettra les lasagnes. Le spectacle est si fascinant que pendant 1 minute, ils en oublient presque le mythe. Pourquoi n'y a-t-il plus de lave-vaisselle avec des façades en verre? Ah oui, je sais pourquoi. C'est bruyant. Je pourrais supporter le bruit si je pouvais regarder ça. Je m'assiérais devant. C'est aussi fascinant qu'une lampe à lave. Tout à fait. La sonde. Adam, d'une main experte, insère le thermocouple dans le trou percé sur le côté. Parfait. Et le cycle de lavage qu'ils espèrent transformer en cycle de cuisson commence. Là, on est vraiment dans le cycle de lavage. Quelle est la température? Ça doit tourner autour de 55 degrés. Là, on a 52. Ça monte. J'aimerais bien que ça monte jusqu'à 60 par mesure de précaution pour la viande. La cuire pendant une durée prolongée à cette température serait bien. Il ne faut pas regarder ça trop longtemps, ça vous hypnotise. Je détourne le regard toutes les 5-6 secondes pour humidifier mes yeux. Mais même après 2 heures en cycle intensif, la chaleur de ce four ne dépasse pas les 58 degrés. Il est donc temps de perfectionner la recette. La température à l'intérieur du lave-vaisselle est de 50-60 degrés. Quel genre de lasagne doit-on cuisiner? On va faire des lasagnes classiques, mais on va émincer les ingrédients plus finement qu'à l'accoutumée. On va utiliser un plat plus large et plus long que celui que j'utilise habituellement. Et il est en aluminium, car ça conduit mieux la chaleur. D'accord. Ce n'est pas la chose la plus dangereuse que les Mythbusters aient faite, mais il vaut mieux être prudent quand vos talents ne sont pas aussi affûtés que vos ustensiles. Ne faites pas ça chez vous. Aouh! Je rigole, je me suis pas coupé. Sous la direction du spécialiste, Tu peux assaisonner avec des herbes aromatiques. les lasagnes prennent forme couche après couche. Dis-moi stop pour la sauce. Tu peux y aller. Alton fait dorer la viande. Ça sent bon! Et ce n'est pas de la triche. Il est courant de faire sauter la chair à saucisse avant de passer le tout au four. Une fois le montage fini, Vous n'avez rien contre un peu de gras. Non. Eh ben, allons-y. Adam découvre une nouvelle expression, pressé comme des lasagnes. Mets ça là-dessus et appuie bien. Pour qu'il n'y ait plus d'air. Je crois que c'est bon. Ok. C'est bon, elle est morte. Bien. Il faut les recouvrir du papier aluminium ultra résistant de préférence. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de fuite, Jamie a prévu quelque chose que même Alton n'a jamais utilisé en cuisine. Du ruban adhésif en aluminium. Ça tiendra? Oui, ça tiendra.
Nos lasagnes ne bougeront pas. On est bon. Le plat est on ne peut plus protégé. Très bien, lavons-le. Allons-y. Les lasagnes sont mises dans le lave-vaisselle, réglé sur le programme spécial casserole. Personne ne sait encore si ce sera assez chaud pour cuire de la nourriture, mais au moins le plat sera propre. Départ. On a retourné le plat à lasagne pour pas que l'eau s'accumule au-dessus et refroidisse. On veut que la chaleur à l'intérieur du lave-vaisselle puisse circuler tout autour du plat. Vous comprenez? Le chrono démarre, l'eau arrive, 2h30, ça me paraît bien. Super. Ces lasagnes seront peut-être superbes ou immangeables. Elles se cuisent normalement à 190 degrés pendant environ 50 minutes et non à 60 degrés pendant 2h30. Et si je peux me permettre, on ne peut pas préchauffer un lave-vaisselle. On ne peut pas se contenter d'attendre en espérant que ça va marcher sans collecter des informations sur ce qui se passe pendant l'expérience. On a mis un thermocouple au centre de nos lasagnes qui nous indique leur température. Comme prévu, la température monte pour avoisiner les 60 degrés. Il ne reste plus qu'à observer et attendre jusqu'à ce que la faim et l'ennui fassent leur effet. Non, le lave-vaisselle n'est pas la nouvelle lampe à lave. Je pense que c'est bon. Ça fait combien de temps? Oui, c'est bon. Ça fait 2h42. On pourrait les laisser un peu plus longtemps, mais j'ai faim. On les sort. Alors on y va. Bon. On tire beaucoup de plaisir d'un plat qu'on a préparé soi-même. Encore plus quand on l'a cuisiné dans un lave-vaisselle réglé sur un programme spécial casserole. Et voilà. Alors, triomphe culinaire ou plat de pâtes malmené et tiédasse? Mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Le dessus n'est pas gratiné. Ça n'allait pas être gratiné, Jamie. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches tout? Quel rabat-joie. Oui. C'est une méthode de cuisson à l'eau, ça ne peut pas être gratiné. Je sais, c'est le goût qui importe. Les légumes ont l'air cuits, c'est mangeable. Parfaitement mangeable. C'est même délicieux. On a cuisiné un repas au lave-vaisselle. Bon de surcroît. Ouais, c'est très bon. Le fromage est fondu, c'est savoureux. Je ne pense pas que je remplacerai mon four par un lave-vaisselle pour faire la cuisine. Dans le besoin. Mais dans le besoin, Ou pour faire un pari. oui, on peut parier qu'on peut cuisiner des lasagnes dans un lave-vaisselle. Notre prochain mythe. On dit toujours que les viandes bizarres ont le même goût que le poulet. Ouais, c'est très répandu. J'ai toujours voulu vérifier ça. Quand on essaie de nous faire goûter un truc bizarre, comme de la tortue ou du crocodile, on nous dit toujours « ça a le goût du poulet ». Mais est-ce que c'est parce que la viande a réellement le goût de poulet? Ou est-ce juste une façon simple et familière de décrire son goût? La viande blanche du poulet est principalement composée de fibres musculaires à contraction rapide. Selon une théorie, les animaux possédant des muscles similaires pourraient avoir un goût semblable. Pour mettre à l'épreuve ce mythe, nous avons besoin de 2 volontaires qui ne sont pas des poules mouillées. Comme je ne pourrais pas participer à la dégustation, c'est moi qui irai me fournir auprès d'un boucher spécialisé. Ensuite, je vous ferai passer un test à l'aveugle où je vous donnerai à manger des viandes bizarres et du poulet. Et vous devrez me dire si c'est du poulet ou pas. Je vais me prétendre végétarien à partir de maintenant. David Lawrence est le chef d'un célèbre restaurant de San Francisco et l'une de ses spécialités est le poulet frit. Pour ce mythe, il est très important que toutes les viandes soient préparées de la même façon. Quel est votre plan? On va préparer la viande de la même façon qu'on prépare notre poulet frit. C'est l'une de nos spécialités. On utilise la même marinade. J'ai préparé de la panure avec laquelle on va recouvrir les morceaux. Je commence par le pan. Comme vous voyez, ça ressemble à du poulet. Je vous laisse vous occuper du serpent. Oh, c'est chelou. Comme vous voyez, c'est la même marinade. On a utilisé la même panure. Maintenant, on peut les plonger dans la friture. Bien. Que la magie commence. Faisons grésiller tout ça. Au total, il cuisine 9 sortes de viande peu habituelles et 11 morceaux de poulet. Après la friture, place à la dégustation. Que la fête commence. Oui. Très bel endroit, ça ne rigole pas. Il paraît que l'écureuil est délicieux ici. Alors, pour l'expérience, nous avons 20 morceaux de viande.
Vous aurez les yeux bandés. Je vous couperai un morceau pour le mettre dans votre bouche et vous me direz si c'est du poulet ou pas. Mais pour ne pas que vous soyez influencé par la réponse de l'autre, je vous donnerai des morceaux différents. Tu nous feras manger? Oui. Et commence l'un des repas les plus étranges jamais servis. C'est parti! Un banquet à l'aveugle de paon, d'autruche, de crotale diamantin, avec un peu de poulet pour faire passer le tout. Ouvre la bouche. C'est pas du poulet. C'est pas du poulet, mais c'est délicieux. Du poulet sans aucun doute. Trop bon. Tendre, plein de saveurs. Oui, poulet. Je suis quasiment sûr que c'était pas du poulet. Tori. C'est pas du poulet. Non, j'ignore ce que c'est, mais c'est pas du poulet. Voici le petit train. Il rentre dans le tunnel. Coriace ce train. Poulet ou pas poulet? C'était peut-être du poulet trop cuit, mais je vais dire non. Grant? Non. Le repas ne se conclut pas par un dessert et un café, mais par un bulletin de notes. Tori, tu as obtenu 17 sur 20. Grant, on dirait que tu as fait ça un peu au pif. Tu as eu 11 sur 20. Non, j'en reviens pas que t'as eu 17 sur 20. Et moi, je n'en reviens pas que tu saches pas ce que tu manges. Ouais. Il est encore bien trop tôt pour demander l'addition. Les résultats sont trop contradictoires et peuvent aussi bien infirmer que confirmer le mythe. Mais Tori a mis le doigt sur un élément susceptible d'avoir faussé le test gustatif. Et il a trouvé une solution pour y remédier. Sur les 20 échantillons de viande goûtée, j'ai reconnu 17 fois si c'était du poulet ou pas. C'en est pas. Mais la texture m'a mis sur la voie. Dès que je sentais une texture différente, je savais que c'était pas du poulet. Et après, je percevais la différence de goût. C'était quoi ça? Absolument pas du poulet. On doit se débarrasser du facteur texture. Il faut broyer la viande pour n'avoir qu'à se concentrer sur le goût. La solution semble bonne. Mais le hachis de reptiles et d'oiseaux pourrait avoir du mal à passer. Et maintenant, un court interlude consacré à l'encas préféré des amateurs de salles obscures. Je parie que tu maîtrises la préparation du popcorn. J'aime penser que je gère. As-tu identifié la méthode de préparation la plus rapide? J'ai essayé une quarantaine de méthodes. Je suis plutôt au point. Dans cette boîte se trouve ce qu'on prétend être le moyen le plus rapide pour faire du popcorn. Tu vas voir. C'est une blague. J'en ai entendu parler, mais je ne pensais pas que ça existait. En gros, c'est un récipient sous pression fabriqué en Chine, dont le seul but est de faire éclater les grains de maïs. Après avoir soigneusement traduit les instructions, il est décidé que la prudence accompagnera la gourmandise. Ce serait la méthode la plus rapide pour faire du popcorn. Ou alors, c'est une bombe. Les instructions qu'on a traduites du mandarin préconisent 2-3 tasses de grains de maïs. On a mis la dose maximale. Au signal d'Adam, j'enflamme le brûleur. Quand la pression atteint 1 mégapascal, L'eau contenue à l'intérieur des grains de maïs se sera vaporisée et l'amidon liquéfié. Mais les grains n'éclateront pas tant que la pression n'est pas relâchée. Alors, Jamie éteindra le brûleur, je vais mettre ce récipient debout, j'actionnerai ce levier, soit on mourra tous, soit on pourra déguster du popcorn. Il n'y a que dans cette émission qu'on cuisine en tenue de déminage. Si on te retrouve en morceaux, je peux avoir ta montre? Bien sûr. Cette méthode n'est pas des plus simples. Jamie enflamme le brûleur. Adam fait tourner le récipient sous pression comme un porcelet sur la broche, d'où la tenue de déminage. Avec sa méthode, Alton prépare du popcorn en 1 minute 45. 3 minutes et demie et la pression n'est toujours pas montée. Il faut de la pression pour que ça marche. La pression est bien présente, mais pas là où on le pense. Je suis un peu nerveux. Ça me rappelle l'explosion des chauffe-eau. Je m'en souviens. Ça fait déjà 7 minutes alors que c'est censé durer entre 3 et 5 minutes.
Mais la pression augmente régulièrement maintenant. Je ne vois pas comment ça aurait été possible en 3 ou 5 minutes. La masse est trop importante. Oui. Le moment est arrivé. La libération de la pression devrait faire éclater les grains de maïs. Mais la manœuvre est complexe. Vous êtes prêts? Ouais. Tu vas le déplacer là ou bien... Non, ici. Vas-y. 3, 2, 1... S'il y a un bon moment pour dire « Ne faites pas ça chez vous », c'est maintenant. Les grains ont une forme plus proche de celle du riz soufflé que de celle du pop-corn. C'est dû à la vitesse à laquelle l'amidon, qui est visqueux, a explosé. Mais avec une pression plus basse et un temps plus court, ça aurait été très bon. Certes, vous pourriez dire que cette méthode est rapide comme l'éclair. En effet, les grains ont éclaté en une fraction de seconde dès que la pression a été relâchée. Mais si vous voulez faire du pop-corn pendant la pause publicitaire, oubliez. On a mis 9 minutes 31. C'est pas une méthode rapide, mais c'est spectaculaire. C'est clair, faire du popcorn n'a jamais été aussi marrant. Pour l'instant, Grant et Tori n'ont fait que brouiller les pistes au sujet du mythe « ça a le goût du poulet ». Je suis quasiment sûr que c'était pas du poulet. Non. Ils décident de revenir aux fondamentaux. Plus d'épices, plus de textures identifiables. Et cette fois, c'est Carrie le chef. Bon, je vais hacher toutes les viandes, former des galettes, les cuire pour les faire goûter à Tori et Grant, et on pourra rendre notre verdict sur ce mythe. Tout semble clair. Quelqu'un est partant pour un petit hachis de crotale? Visiblement, pas Carrie. C'est coincé. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur le goût. Vais-je faire la différence entre le poulet et les autres viandes? Si on obtient de très bons résultats, on pourra déclarer ce mythe bidon. Si on n'arrive pas à faire la différence entre le poulet et les autres viandes, alors le mythe est confirmé et tout a en effet le goût de poulet. Mais sans célèbre chef cuisinier et sans marinade, certaines de ces viandes inhabituelles pourraient s'avérer difficiles à avaler. Tori, Tu sais quoi? Avoir les yeux bandés renforce la saveur de la viande. c'est meilleur quand c'est pané et frit? Ouais, la marinade masquait le goût de la viande, donc c'était plus difficile de faire la différence. Là, on n'a que le goût de la viande, donc c'est très facile de reconnaître ce qui est du poulet et ce qui ne l'est pas. Le crachoir. Aujourd'hui, seuls 8 des 20 morceaux sont du poulet. Burk, c'est pas du poulet. C'en est pas. Ça, c'était pas du poulet. Du pan. Je crois que c'était du pan. Il est pas cuit, celui-là. Voyons le résultat pour savoir si ce mythe très subjectif est bidon ou confirmé. Je veux plus jamais manger de poulet. Vous pouvez retirer vos bandeaux. C'était quelque chose. Regardez les différentes couleurs. C'est mon premier barbecue avec un crachoir. Prêt pour les résultats? Ouais. Ouais. Tori, tu as eu 18 sur 20 et Grant 19 sur 20. Par conséquent, ce mythe est bidon. Complètement bidon. Avec ce test sans assaisonnement, c'était hyper facile de faire la différence. Ouais, ça coulait de source. Certains trucs, je pouvais dire d'office, non, c'est pas du poulet. Vous savez, j'ai rajouté une viande dont j'ai jamais entendu dire qu'elle avait le goût de poulet, et c'est celle que vous avez identifiée comme étant du poulet. C'était du sanglier. Pas possible. C'est fou, non? Ouais, Bon, en tout cas, ce mythe est bidon. bidon. Overdose de viande. Vous avez beaucoup mangé cette semaine. Faut que je desserre ma ceinture. Ouais. Mon pantalon me serre. Laissez passer. Tout le monde a probablement pensé un jour à se faire un œuf au plat sur le moteur d'une voiture. Mais l'équipe a vu un chouïa plus ambitieux en imaginant cuisiner un repas de fête complet. Et la délicieuse odeur du succès commence à se faire sentir. Vous ne sentez rien, hein? Si.
C'est cool cuisiner en se baladant. La sauge. Ça sent la sauge. Et les patates douces. Et les patates douces. Chaque fois qu'on s'arrête, même pour une seconde, on est pris dans un nuage qui sent bon la sauge, les ignames et les patates douces. Je vais commencer à mettre des patates douces sous le capot tous les jours. C'est tellement agréable. Que la nourriture allait chauffer, cela ne faisait aucun doute. Mais une des règles essentielles en cuisine, c'est de contrôler la température de cuisson. L'œil rivé sur les mesures et le nez en alerte, il décide de s'arrêter pour lever la voiture et goûter les patates douces. Voici les patates douces. Mais il est là. Super. Quand vous faites de la cuisine dans votre voiture, la star des appareils de cuisson est le catalyseur. Nos patates douces sont déjà cuites. Les patates douces sont cuites. On va les garder au chaud. On va juste les mettre au-dessus du moteur en attendant que le reste soit cuit aussi. On repart. Et le reste cuit progressivement. Ils poursuivent leur route et chaque plat envoie à l'habitacle un profil thermique différent. Le confit chauffe plus vite. Oui, ça y est. Depuis qu'on grimpe. Oui. C'est là qu'Alton sort le grand jeu. Il demande un arrêt au stand. Il ne s'inquiète pas pour le confit, mais plutôt pour le blanc de dinde. Allons vérifier tout ça. Oui. Qu'en dis-tu? J'ai mis la sonde, 80 degrés, il faut l'enlever. D'accord. Je commence le démontage. On a sorti le blanc et les cuisses. On va les laisser au chaud sous le capot. Le confit est à 60 degrés. J'aimerais bien qu'il atteigne 70 avant de le retirer. On aura peut-être le temps ou pas. OK. Tout repose maintenant sur le temps, parce que l'endroit qu'ils ont choisi pour casser la croûte n'est plus très loin. Ouvre le capot. À table. Ils auraient pu pique-niquer au bord de la route, mais un dîner de Thanksgiving méritait mieux. Joli. Le lieu choisi est le centre des arts de Marine Headlands. Adam et Jamie ont à peine commencé à tout déballer qu'Alton insiste déjà pour qu'ils goûtent à la dinde. Si elle laisse à désirer, voire pire, alors tout le repas sera considéré comme un fiasco. Vas-y. Alors? C'est bien cuit? C'est délicieux. Elle est savoureuse et tendre. Ouais. Je n'ai pas de quoi en avoir honte. De la part d'un chef exigeant, c'est à prendre comme une très bonne critique. La dinde est bien sûr la tête d'affiche du dîner, mais comment s'en sont tirés les seconds rôles? Il y a une victime surprise. L'expérimentation en cuisine requiert des facultés d'adaptation. Exemple, on a une sauce. Elle est délicieuse, mais trop liquide. Du coup, elle va devenir une soupe qui fera office d'entrée. Ni vu ni connu. C'est un beau sauvetage et la naissance d'une nouvelle soupe. Contre toute attente, tout le reste est bon et bien cuit, y compris le confit de dinde. Henri VIII serait fier, mais les tartes seront encore meilleures. Ces tartes à la citrouille expérimentale viennent clore ce repas. Tous prient pour qu'il ne s'achève pas sur une note de déception. C'est bon. C'est bon, merci. Ça a marché. Il rend grâce. Notre seuil d'exigence n'était pas très élevé. On a tous connu d'horribles repas de Thanksgiving, mais franchement, tout ce qu'il y a dans cette assiette est vraiment délicieux. J'ai mangé beaucoup de repas de Thanksgiving pire que ça. Pour lesquels j'ai payé en plus. Maintenant que les critiques ont l'estomac bien rempli, il est temps pour eux de rendre leur jugement. Alors, peut-on cuisiner un repas de Thanksgiving sur son bloc moteur? Si on veut. Oui, s'il le faut. Tout est dit. Jamie, ramène-nous à la maison. Ça sent encore. T'as voulu démarrer en seconde? Roule, roule, roule.